Bonjour quand même. L'invité. Je vous le disais, c'est la bonne nouvelle de ce lundi. En 2012, la fin du monde n'aura pas lieu si on en croit Alain Sirou qui est avec nous ce matin depuis Paris. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes l'auteur d'un livre passionnant et très amusant qui vient de paraître aux éditions Saint-Simon. 2012, la fin du monde n'aura pas lieu. Vous êtes Alain Sirou, journaliste scientifique, consultant. Vous travaillez notamment pour Europe 1 et auteur de ce livre très réjouissant dans le ton. Et puis, ça annonce quand même une bonne nouvelle. Vous pensez vraiment, Alain, que les Mayas se sont plantés? Écoutez, s'ils se sont plantés, ils sont plus là pour en témoigner, puisqu'ils ont disparu il y a quand même un sacré bout de temps. Oui. Donc, on ne pourra pas rire d'eux. Non, pas vraiment. Enfin, il y a peut-être des descendants, mais en tout cas, pour le calendrier, ils sont arrivés au calendrier grégorien, finalement. Oui. Alors, ce qui est étonnant avec ce 2012, et ce calendrier Maya, le 21 décembre 2012, Alain Sirou, c'est que, bon, il faut dire que c'est un peu la faute à Internet aussi, ça se propage. Ouais. Sur Internet, on trouve tout et n'importe qui parle de tout et n'importe quoi, et évidemment sur cette histoire de 2012, non? Je dirais que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est la première fois qu'on a une fin du monde contributive. Alors je m'explique, c'est-à-dire que cette fin du monde n'est que la 183e recensée depuis la chute de l'Empire romain. Donc en ce sens-là, c'est pas très important qu'on annonce 2012. Mais si vous voulez, c'est la première fois que cette fin du monde existe à l'échelle planétaire, avec des moyens tout à fait modernes, qui font circuler l'information, comme vous le disiez, de café du commerce en quelque sorte, à la vitesse de la lumière, et que chacun enrichit de ses fantasmes. Alors, c'est une fin du monde assez exceptionnelle en ce sens-là, puisque elle suppose que finalement l'ensemble de la nature se déchaîne contre l'homme, et je dirais qu'on a peu de chance d'y échapper, parce que on voit à la fois l'eau, le feu, la catastrophe cosmique, la Terre qui nous engloutit. On a vraiment, je dirais, tous les éléments et tous les ingrédients du cataclysme avec un grand C. Alors, ce qui est fantastique, c'est que c'est véhiculé sur Internet et que chaque personne alimente cela. Chacun rajoute quoi. Oui, c'est ça. Alors c'est ça qui est formidable dans votre livre, Alain Sirou, c'est que vous démontez avec beaucoup d'humour toutes les théories. Alors on va commencer avec ce fameux calendrier Maya. Ouais. Donc le 21 décembre 2012 coïncide avec la date ultime du calendrier Maya. Vous dites déjà attention parce qu'ils avaient 3 calendriers différents. Oui, absolument. Le calendrier Maya, c'est un calendrier complexe. C'est un calendrier qui, en fait, peut être, je dirais, imaginé comme une horloge comptoise avec des rouages. Et quand un rouage a fait le tour sur lui-même, eh bien, il enclenche un second rouage, et etc. Donc, vous avez 3 calendriers imbriqués, dont des calendriers qui sont, en fait, finalement, assez semblables aux nôtres. Il y en avait un calendrier qui était sur 365 jours, donc un calendrier, je dirais, agricole, un calendrier religieux, et puis un calendrier dit de temps long. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que avec les Mayas, on était dans un cycle de création-destruction du monde. C'est-à-dire que l'idée métaphysique qui prédominait, c'est qu'en fait, le monde se succédait à lui-même. En fait, il y avait des révolutions régulières du monde qui faisaient qu'au bout de 5125 ans, eh bien, l'ensemble du monde était refabriqué. Ce qui avait fonctionné pendant 5000 ans était mis à la poubelle, puis on recommençait. Donc, l'idée même du calendrier, c'est celui d'un cycle qu'on ne connaît pas évidemment dans notre propre société, mais qu'on trouve, par exemple, chez les hindous ou dans d'autres cultures, l'idée que le monde se renouvelle régulièrement. Vous voulez dire que pour eux, c'était normal, quoi. Une bonne fin du monde, c'est tout à fait logique. Ah, ça remettait les pendules à l'heure, c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que vraiment, je dirais qu'on recommençait. Et en particulier, tout ce qui n'avait pas fonctionné disparaissait pour laisser la place à une nouvelle possibilité de créer quelque chose. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est l'idée que la destruction, elle contient en germe, en quelque sorte, la création de quelque chose de neuf. Et je dirais que c'est fondamentalement ce qu'on trouve dans l'idée même de fin du monde. C'est pas la fin des temps, mais la fin d'un monde avec une aspiration à un monde meilleur. Alors, le 21 décembre 2012, est-ce que ça se tient ?
Qu'est-ce qui se tient Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vraiment le 21 décembre 2000, c'est vraiment dans le calendrier, le 21 décembre 2012, ils disent, voilà, ça va être, il va se passer quelque chose? Non, pas du tout, absolument pas. Si vous voulez, il faut bien comprendre ce calendrier Maya exactement comme, finalement, nos calendriers à nous. C'est-à-dire que le 31 décembre, il se passe rien. C'est simplement la fin de l'année. Et puis, on recommence une nouvelle année. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, effectivement, ces temps longs qui étaient ceux des calendriers Maya, finalement, ne dépendent que de leur origine première. Il y a une grande discussion chez les scientifiques et les historiens, enfin une discussion sur l'origine de ce calendrier. S'il est décalé de quelques années, c'est pas en 2012, ça sera en 2014 ou en 2016. Donc vous voyez, il faut accorder une importance relative à ça et retenir surtout l'esprit, l'idée qui est que finalement, les calendriers sont faits pour, je dirais, architecturer la vie spatio-temporelle des hommes. L'agriculture, la religion, la façon dont le monde est créé, détruit, puis renouvelé, etc. Donc en fait, il faut y accorder surtout une importance symbolique. Oui, et puis les dates, c'est quand même fascinant quand on prévoit quelque chose. Hein. Souvenons-nous de Paco Rabanne qui avait prévu la chute de Mir, sur Paris et sur la Tour Eiffel. Avec le succès qu'on connaît. On l'entend plus depuis lors. Hein. Mais il est un peu calme, ça l'a calmé quand même. Il y a la piste de l'alignement galactique. En quelques mots, vous nous expliquez, Alain? Alors ça, c'est aussi totalement fantasmatique. Alors, il faut simplement imaginer, dans l'esprit des concepteurs de cette fin du monde, entre guillemets, que les influences planétaires et intergalactiques et galactiques sont très importantes. Alors, j'enlève ma casquette de journaliste scientifique et je me mets à leur place. Donc, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que le 21-12-2012, on va avoir un alignement planétaire tel qu'il va y avoir des forces, entre guillemets, hein, je ne sais pas de quelle nature, mais qui vont perturber la Terre. Et puis surtout, il n'y a pas que les planètes. Il y a aussi le fait qu'il y aurait un alignement particulier entre la Terre, le Soleil et le centre de la galaxie. Vous savez que la galaxie, c'est aux étoiles ce que la ruche est aux abeilles. Donc en fait, un paquet, un groupe, une cité de 300 milliards d'étoiles avec un centre, notre galaxie, qui comprend un trou noir. Et là, par un alignement miraculeux, entre guillemets, ou magique, je ne sais pas très bien, eh bien, la conjonction planétaire et galactique entraînerait notre Terre vers une course incroyable qui la précipiterait dans un trou noir. Là aussi, vous démontez ça calmement, hein, en disant que il y a beaucoup de fantasmes là-dedans, mais ça serait trop beau, quoi. On a toutes les raisons de s'en amuser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces feuilletons qu'on regardait quand on était jeune, Cosmos 1999, la Lune était expulsée et partait dans un voyage infini. Non, tout ça n'est pas très sérieux. En fait, quand vous regardez très précisément la position des planètes, vous vous rendez compte que les planètes sont comme d'habitude. Et puis même, admettons, si elles étaient toutes alignées parfaitement, eh bien figurez-vous que l'influence entre guillemets gravitationnelle serait 14 000 fois inférieure à l'influence normale de la Lune sur les marées. Donc ça, c'est une chose, je veux dire, qui est physiquement claire. Et puis ensuite, l'alignement avec le centre galactique, je dirais que c'est une aimable plaisanterie pour qui ne connaît pas la science. Et alors, il y a cette fameuse planète fantôme, hein, Nibiru. Ça, c'est le pompon Nibiru. C'est vraiment merveilleux, Nibiru. Nibiru, c'est l'idée qu'il existe une planète que nous n'avons encore jamais découverte et qui revient régulièrement tous les 3600 ans. Alors, elle est extraordinaire, cette planète-là, parce que d'abord, je dirais, elle n'a absolument pas été perçue par les astronomes. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème, c'est un vrai mystère. Mais elle serait venue régulièrement frôler la Terre, et en particulier, elle serait habitée par des espèces d'êtres qui auraient déjà débarqué sur la Terre parce qu'ils avaient un problème. Le problème, c'est que leur atmosphère avait tendance à s'évaporer dans l'espace et que la seule façon de s'en sortir, c'était de customiser leur planète avec de l'or. Et de l'or, figurez-vous, et heureusement pour nous, il y en a que sur la Terre. Donc, ils seraient venus sur Terre, auraient creusé des mines pour extraire de l'or. Vous savez, c'est fatigant de creuser des mines, le mineur, c'est dur comme métier. Donc, il y avait un petit singe qui passait par là, puis comme c'était des êtres évolués, pop, petite opération génétique, et hop, ils ont créé, devinez quoi? Homo sapiens. Voilà. Merveilleux. Merveilleux, absolument un merveilleux. film. Alors, à propos de film, il y a le fameux film 2012, là, hein, le soleil qui surchauffe, et puis la catastrophe. Bon, c'est d'ailleurs la couverture de votre livre, c'est une photo de ce film qui est pas mal fait. Je dirais techniquement, hein, qui est. Oui, on s'amuse bien. On s'amuse bien, oui. Mais là encore, vous démontez tout. Vous dites ça, c'est vraiment pas possible. Si vous voulez, quand vous regardez cette fin du monde, on est noyé, brûlé, écrasé, englouti, pulvérisé, façon puzzle. Quoi. Et il y en a qui s'en sortent encore.
D'accord, c'est ça qui est extraordinaire. Alors c'est bête, c'est méchant, c'est gratuit, ça ne propose rien et il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que l'idée des fins du monde précédentes, c'est qu'il y avait toujours une morale. Et cette morale, c'est souvent celle de, finalement, on reconstruit quelque chose de nouveau. On a, je dirais, à travers la fin d'un monde, la perspective d'un nouvel horizon, d'une lumière qui s'éclaire au loin. Là, c'est une fin du monde nihiliste. C'est-à-dire que c'est la fin des temps et c'est surtout l'idée que, finalement, on mourra tous écrasés par quelque chose qui nous domine. Nous n'avons pas de possibilité en tant qu'être humain, individu, de s'en sortir. Alors, sans doute, si vous voulez, je pense que c'est la morale de l'histoire qu'il faut interroger cette fin du monde au regard de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où on pointe en particulier cette espèce de désespérance des peuples occidentaux de voir la Terre finie, les horizons limités, les ressources énergétiques s'épuiser, et puis peut-être un horizon climatique très, très sombre, et tout ça conduit sans doute à ce type de fin du monde. Oui, et alors des choses étonnantes, parce que Alain Séossy, on se rappelle l'histoire du volcan irlandais et le chaos que ça a donné, ne fût-ce qu'au niveau des vols aériens. Oui. On se dit, s'il y en a 2 ou 3 en même temps, ça pourrait être quand même dangereux pour nous, non ? Oui, c'est marrant parce qu'on redécouvre finalement la nature. C'est-à-dire que finalement, l'homme, il s'est élevé au-dessus de la nature, mais il ne domine pas la nature. Effectivement, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Je dirais que ça existait avant l'homme et ça existe pendant que l'homme est là, et ça fait des dégâts. Et on peut avoir effectivement cette espèce de grand fantasme qui peut se dire que finalement, si une catastrophe majeure arrivait, bien nous aurions le même sort que les dinosaures disparus il y a 65 millions d'années, soit par une catastrophe cosmique, soit par une succession, je dirais, de coups de fusil en quelque sorte. Eh bien oui, c'est vrai, nous sommes soumis aux mêmes aléas. Ça voulait dire que ça peut arriver, effectivement. Bien sûr, ça peut arriver, mais qu'on sera quand même là, on serait quand même là pour voir un peu, pour prévoir, j'imagine, avec la technologie moderne, non ? Oui et non, puisque aujourd'hui, bien, vous pouvez imaginer, par exemple, un astéroïde qui tombe sur la Terre et qui fasse des dégâts absolument monstrueux qu'on n'ait pas prévus. Vous pouvez tout à fait imaginer un super volcan. Alors, on le verra venir, mais je dirais, on ne pourra pas faire grand-chose. On n'a pour l'instant pas de bouchon à mettre sur les calderas volcaniques, etc., etc. Donc, nous vivons dans un monde où il y a des aléas, il y a des catastrophes, il y a, ça s'appelle la nature, et même si nous sommes conscients de cette nature, eh bien, elle est plus puissante que nous. Et vous citez à la fin de votre livre, Alain Sirot, Nietzsche, ce qui importe n'est pas tellement ce qui est vrai, mais ce qui aide à vivre. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, si vous voulez, c'est le dernier message, entre guillemets, envoyé par la NASA sur une sonde spatiale, où l'agence américaine avait demandé aux internautes d'envoyer des messages, de dire, voilà, vous vous adressez aux extraterrestres, envoyez des messages. Et dans les centaines de milliers de messages reçus, il y en a un qui se dégageait comme étant le message majeur, c'était « Aidez-nous ». Sauvez-nous, venez à notre aide. Et cette espèce de désespérance de l'espèce humaine sur son sort, sur son interrogation fondamentale qui est celle de « sommes-nous seuls dans l'univers ? Qu'est-ce que l'on fait là ? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ?» etc. Eh bien, je dirais qu'elle s'exprime à travers des fantasmes, des folies, des jeux. Et on peut imaginer que le 21-12-2012 est un jeu vulgarisé, développé et amplifié par Internet. Mais c'est un jeu qu'il ne faudra surtout pas prendre au sérieux si on veut s'en amuser. Voilà, 2012, la fin du monde n'aura pas lieu. C'est paru chez Saint-Simon. Merci beaucoup, Alain Sirot. Merci à vous.